qu'est-ce qui fait que, après 33 ans, j'ai encore le goût, j'ai encore de l'énergie pour faire des projets, pour surmonter des obstacles et tout ça? En tout cas, chose certaine, c'est une très belle question. J'aime les belles questions. Ce que je dirais, c'est probablement la première motivation et le premier élément derrière ma passion, c'est l'indignation. C'est un peu la bêtise et puis la souffrance des gens. Je peux donner 2 exemples de ça rapidement. Le premier exemple, c'est quand j'ai commencé en sortant de l'université, mon premier travail, avec des femmes qui vivaient des problèmes par rapport à leur poids. Ça a été un choc pour moi de constater que ces femmes-là se battaient contre leur poids, contre la nourriture. Depuis des années, elles avaient tout fait, les diètes, toutes sortes de produits. Et le résultat, c'est qu'elles ne s'aimaient pas. Elles se trouvaient laides, elles se trouvaient un immense échec. Et moi, je me disais, mais on ne peut pas vivre comme ça. J'étais très indignée de ça et je me disais, il faut faire quelque chose. Fait que ça m'a amené, dans le fond, à travailler pour changer notre approche, pour faire en sorte que les femmes, elles soient mieux dans ça, tout en trouvant des solutions à leurs problèmes. Et ça a été toute la première partie de ma carrière en approche clinique autour d'une 15aine d'années. Et le deuxième exemple, c'est quand j'ai commencé à réfléchir à la problématique de l'obésité sous l'angle social, sous l'angle de l'épidémie d'obésité. Mais là, c'est autre chose. C'est de se dire, mais voyons donc, là, c'est pas des groupes de femmes, c'est pas quelques femmes dans mon bureau ou quelques hommes qui ont un problème de diabète ou quoi que ce soit. C'est on grossit tous. C'est de regarder les enfants sur la rue puis de voir qu'ils ne sont pas conformés comme ils étaient conformés auparavant. Et là, il y a quelque chose qui se passe. C'est un phénomène social, finalement. Donc, c'est toute cette réflexion-là sur qu'est-ce qu'il faut faire. Puis, les causes de ça ne sont pas des causes individuelles, ce sont des causes autour de nous. Donc, c'est toute la question de changer les environnements. Donc, cette question de l'indignation, mais également, la deuxième chose, c'est le défi intellectuel, c'est toute la question de la complexité. Alors, dès mon premier travail sur l'obésité à l'université, j'ai été confrontée au fait que, wow, il y a tellement de facteurs en jeu, il faut faire plein de liens, il faut faire des ponts entre les facteurs, entre les éléments, entre les secteurs, entre les composantes de la personne. On dit une approche bio-psychosociale. Alors qu'on regarde l'obésité sous l'angle de la biologie, qu'on le regarde sous l'angle des comportements de la psychologie, qu'on le regarde sous l'angle social, dans le fond, il faut faire des liens, il faut faire des ponts entre les facteurs pour être capable de bien comprendre, pour évidemment mieux intervenir. Fait que je dirais que c'est beaucoup ces 2 éléments-là qui drivent ma passion. Et un exemple intéressant sur la complexité, c'est toute la question de la communication autour du sujet de l'obésité dans sa perspective sociale. Par exemple, comment arriver à intéresser, motiver, sensibiliser, engager les décideurs à mettre, dans le fond, des ressources pour faire quelque chose par rapport à l'obésité. Il faut en parler, puis en même temps, on ne veut pas générer d'obsession dans la population. Alors là, on a un dilemme de communication qui est très, très important. Un autre petit exemple là-dessus que je trouve aussi intéressant, c'est pour améliorer l'alimentation dans la population, ça nous prend ce qu'on appelle des politiques alimentaires, c'est-à-dire une amélioration de l'alimentation dans nos lieux publics. Les écoles, les services de garde, il faut que les ministères soient exemplaires, quelque part, il faut que l'État donne l'exemple. Mais en même temps, on sait que si on crée des interdits, ben là, ça rend les gens obsessifs, et puis les cliniciens ne veulent pas faire ça, puis avec raison. C'est toute la première partie de ma carrière. Mais en même temps, ça nous les prend, les politiques alimentaires. Fait que là, il y a un paradoxe apparent. Maintenant, les ponts. Ben, les ponts, c'est qu'il n'y a rien qui se fait tout seul. Il faut travailler avec les gens. Puis, je veux dire, ça a été un peu l'histoire de ma carrière aussi. Ça prend des gens qui ont des idées, qui peuvent avoir du leadership, qui peuvent essayer d'engager les autres, mais ça prend vraiment aussi les autres et les groupes et les collectivités et les mouvements sociaux pour faire quelque chose. Et ça, c'est en soi très passionnant aussi de travailler avec les gens. Si j'avais un conseil à donner, ou si j'avais un mot-clé à retenir, c'est que tout ça se fait dans le plaisir. Moi, j'ai toujours eu un principe dans ma carrière, c'est que
faut que j'aille du fun, faut que ça soit intéressant, faut que je me lève le matin puis que c'est pas un effort. C'est au contraire le plaisir. Je m'abreuve de ça. Et quand dans le fond le plaisir est plus là, ben je me dis il faut changer quelque chose, il faut changer de place, ou il faut changer de monde, il faut changer de groupe, il faut changer quelque chose. Et je pense qu'il faut toujours rester, deuxième chose, il faut toujours rester très ouvert. Très ouvert à apprendre, à comprendre davantage, à vouloir en savoir plus et à toujours rester modeste. Parce que, dans le fond, la connaissance, là, il y en a tellement. Et on est tellement exposé à de connaissances maintenant avec tous les moyens qu'on a. Il faut toujours se dire qu'il nous reste... Oui, on sait des choses, puis on n'est pas paralysé, on peut agir, mais en même temps, il nous reste encore des choses à connaître et il nous reste des choses à apprendre, des gens qui nous côtoient et qui nous entourent, avec qui on a le goût de travailler, puis finalement d'essayer de changer le monde.